Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Docteur Yves Maïzo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des Sud. Merci d'être l'invité de Radio Canal K de Radio à vous l'été. Justement, dans une affaire devant la justice française opposant le ministère public à l'homme d'affaires français Vincent Bolloré pour corruption d'agents publics et étrangers, notamment le président togolais Faure et son président Gnassingbé. C'était justement le 26 février 2021. L'accusé a plaidé coupable des faits à lui reprocher. Alors cependant, la juge en charge du dossier a aussitôt refusé le plaidé coupable du milliardaire et demande donc la tenue d'un procès. Alors, docteur Yves Maïzo, vous qui avez fait le droit, alors d'abord, pourriez-vous nous expliquer la procédure du plaidé coupable et ses implantations et si elle avait été validée? Merci encore pour l'invitation. C'est avec plaisir que je peux vous porter quelques éléments d'explication. Le plaidé coupable, c'est d'abord une procédure juridique qui est en fait, qui provient et est héritée même des tribunaux anglo-saxons, notamment les Américains. Et ça sert surtout à avoir une procédure allégée, et je dirais même gagnant-gagnant. Gagnant pour le justiciable, gagnant pour l'État et gagnant pour le tribunal. Vous allez comprendre au fur et à mesure quand je vais expliquer. Bon, elle est venue en France il n'y a pas très longtemps, en fait c'est en 2004, et d'ailleurs ça s'appelait la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité. C'est-à-dire que vous-même, vous venez dire que vous êtes coupable. Et à l'époque, vous saviez, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'argent, qui ne pouvaient pas payer leurs assurances de voiture, les petits délits, Alors, toutes ces petites choses encombraient les tribunaux et encombraient, bien sûr, les prisons. Et donc, on avait pensé, en mettant ceci en place, vous-même, vous venez dire à la police, vous n'avez plus votre permis de conduire, ou bien vous n'avez plus d'assurance, eh bien, on fait un arrangement à l'amiable, vous payez une petite peine, et puis, le dossier se termine. Sauf qu'avec le temps, ce plaidé coupable a évolué. Et en 2011, on a rajouté aux infractions petites les délits, des choses un peu plus graves. Donc ça peut être les crimes financiers, justement, les délits financiers. Et d'ailleurs, cette comparution sur reconnaissance préalable, j'insiste, sur le préalable de culpabilité, a en gros comme résultat que vous ne pouvez pas avoir des peines de prison au-delà de 3 ans. Et si la peine est plus grande, par exemple vous avez 6 ans ou 10 ans, ce sera limité à 3. Et si vous avez 2 ans, on vous donne en gros la moitié, donc 1 an. Et quand vous êtes mis d'accord avec le juge, ici le magistrat du siège généralement, ceci en présence de votre avocat, et donc de vous-même, le prévenu, alors tout ceci fait l'objet d'un vrai jugement, donc c'est public, tout le monde peut aller à une audience publique, hein, et il y a une décision qui est indiquée clairement. Voilà. Et si jamais il y a désaccord, quels que soient les termes du désaccord, alors cet arrangement ne s'est pas fait et vous allez au tribunal correctionnel. C'est ce qui s'est passé pour M. Bolloré. Mais je voudrais quand même attirer votre attention qu'en France, en 2016, donc il n'y a pas si longtemps, il y a quelque chose qui s'appelle la Convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, Convention judiciaire d'intérêt public, et je pense que c'est là qu'il y a un problème, parce que s'il y a une convention, vous avez vu que le mot est différent de comparution, c'est un arrangement. À ce moment-là, ça se fait uniquement pour les sociétés, pas pour les personnes individuelles, et vous faites un arrangement cette fois-ci avec le même État pour vous déclarer bien sûr que vous êtes coupable, et l'État va abandonner les poursuites contre vous. Attention, vous devez payer une amende. Et donc, ça va plus loin. Quand vous avez payé l'amende, vous devez aussi réparer le préjudice à la victime. Et mettre tout ce qui a été mal fait, donc la corruption, vous devez remettre les procédures ou les institutions en conformité avec la loi.
Donc vous comprenez bien que le deuxième cas, la convention judiciaire d'intérêt public, n'a pas été choisie par le prévenu, M. Bolloré. Pourquoi? Parce que, d'abord, normalement, il aurait dû le choisir, parce qu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a pas de casier judiciaire, et tout ceci, bon, vous payez et on oublie tout. Mais il ne l'a pas fait. Ça, c'est mon point de vue maintenant, c'est certainement parce que il aurait fallu réparer, remettre en place. Et là, comment fait-il quand il a je crois qu'il s'agit de 370 000 euros environ, son chiffre d'affaires en gros global, pas seulement au Togo, est plus de 5 milliards, vous comprenez bien que ça l'a mené en fait à citer les gens avec qui il a travaillé au Togo, y compris donc le gouvernement togolais, voire le président du Togo, Faure Gnassingbé, et là, vraisemblablement, ça allait beaucoup trop loin. Voilà, je pense pourquoi cette option-là n'a pas été choisie. Et bien sûr, ça leur aurait permis de ne pas avoir de casier judiciaire. Alors qu'aujourd'hui, la situation qui est en train d'évoluer risque de le mettre dans un casier judiciaire. Vincent Bolloré plaide coupable pour corruption d'agents publics étrangers, notamment le président togolais Faure Gnassingbé, justement. Alors, on peut se poser la question, mais c'est quand même de l'expliquer, parce que vous avez le droit. Je pense que ça peut encore aider nos auditrices et auditeurs à mieux comprendre la situation. Mais justement, docteur Ivekoya Maïzo, pourquoi, selon vous, la juge Burési a-t-elle refusé une telle validation? Écoutez, je n'en sais rien, mais on peut penser tout simplement qu'il y a dû avoir un désaccord, soit de la part de la magistrate Burési, soit de la part du prévenu, M. Bolloré. Certainement que le prévenu a été mal conseillé. Bien que la société Bolloré ait opté pour la convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, c'est en fait une forme nouvelle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui semble ouvrir la voie à une jurisprudence. Pourtant, la CJIP, qui aurait permis au procureur de la République de proposer à la société Bolloré, mise en cause pour les délits financiers ou de corruption, de conclure une convention prévoyant un échange et abandon des poursuites, un versement d'une amende, la réparation du préjudice de la victime, et la participation à une procédure de mise en conformité, vraisemblablement au Togo, tous ces éléments, vraisemblablement, n'ont pas trouvé de consensus. Parce que la procédure aurait débouché sur aucune condamnation, ce qui aurait arrangé Bolloré, et ne figurait pas au casier judiciaire de la société mise en cause. Sauf que il aurait fallu annoncer, ou même dénoncer, certains partenaires au dossier de corruption au Togo. Donc, les gens qui sont autour de Faure Gnassingbé. Et cela, apparemment, n'était pas possible. Donc, votre question est bien posée, et oui, il y a dû avoir des accords. Alors, docteur Ivekoya Maïzo, la procédure se déroule devant la justice française et concerne seulement le présumé corrupteur qu'est justement Vincent Bolloré. Or, il doit bien y avoir aussi un présumé corrompu. Alors, quelle juridiction pour connaître du cas de ce dernier qu'est justement le régime de Faure Gnassingbé? Vous allez très très vite quand vous parlez de présumé corrupteur. Alors. Donc, moi, ce que je dirais pour le moment, vous savez, c'est très complexe, les dossiers de corruption. La notion de corrupteur ou la notion de corrompu, pour le moment, n'est pas clairement établie dans ce dossier. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que la magistrate a demandé le renvoi de l'affaire devant un tribunal correctionnel. Pourquoi je vous dis ça? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a peut-être deux dossiers. Et il peut y avoir donc une situation double. Je vais m'expliquer. Il y a un financement de la campagne électorale de Faure Gnassingbé en 2010 par soit la société Bolloré, donc une société, soit par le monsieur ou un de ses agents individuels personnels, soit les deux. Ceci n'est pas clair. Donc, si le flux d'argent passe de plutôt la société Bolloré vers Faure Gnassingbé, là vous avez peut-être raison, on peut parler de corrupteur. Encore faut-il le démontrer maintenant devant le tribunal correctionnel.
Mais il y a le deuxième volet du dossier. Une fois que cette partie est terminée, il y a quelqu'un d'autre, se trouve être Faure Gnassingbé ou l'État togolais, qui lui a attribué un marché, ceci sans appel d'offres, le port de Lomé entre autres, à une société qui se trouve être la société Bolloré aussi. À ce moment-là, la question est de savoir, mais qui est le corrupteur? Et si on suit bien le raisonnement, dans ce cas particulier, donc le transfert d'argent s'est fait cette fois-ci de l'État togolais, donc Faure Gnassingbé, vers la société Bolloré, sous forme de contrat. Et le dossier n'est pas terminé, donc vous voyez bien que le corrupteur peut varier, le corrompu aussi d'ailleurs, et le dossier n'est pas terminé parce que, une fois que le dossier est arrivé au niveau de celui qui va le gérer et faire le port, ou les éléments qu'il a pu faire dans le port, dans le contrat, est-ce qu'il y a eu ou pas des rétrocommissions sous toutes les formes possibles et inimaginables? De l'argent cash, du salaire pour un certain nombre de personnels qui appartiennent ou pas de proches à la famille directe ou indirecte de Faure Gnassingbé, ou même de Bolloré lui-même. Et tout ce travail doit certainement être l'objet de ce qui va se passer, je pense, au tribunal correctionnel, pour que, après tout, on est en justice. Et la justice repose sur la vérité des faits. Vous voyez bien qu'il faut un environnement donc qui permette cela, et vous comprenez bien que cet environnement n'est pas, disons, plausible ou actuellement au Togo. Et donc, si ce cas avait été posé dans l'espèce aujourd'hui, compte tenu du fonctionnement et, je dirais même, du manque de fonctionnement entre l'exécutif et le judiciaire, vous comprenez bien que le dossier se serait perdu quelque part et on n'aurait jamais eu de suite. D'accord. Vincent Bolloré plaide coupable pour corruption d'agents publics étrangers, notamment le président Faure Gnassingbé au Togo. Alors, quel enseignement les citoyens togolais détenteurs de la vraie souveraineté peuvent-ils tirer de cette procédure devant la justice française en général et de l'acte posé par la magistrature en particulier? Alors, vous me posez toujours des questions difficiles. Non, je vais tenter d'y répondre. Vous parlez de la vraie souveraineté, c'est vrai, au niveau théorique ou au niveau d'une constitution qui est respectée. Mais vous savez qu'au Togo, la seule constitution valable du peuple togolais est celle de 1992 et que cette constitution a été remaniée unilatéralement à plusieurs reprises par justement Faure Gnassingbé, et donc on a une constitution togolaise qui est celle de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Et dans celle-là, la vraie souveraineté du peuple togolais, à ma connaissance, n'existe pas. Elle doit être recréée. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, vous avez parlé d'une procédure devant la justice française, vous avez entièrement raison. Encore faut-il savoir si au Togo, il y a eu une procédure, soit au Togo, d'abord, au niveau national, et est-ce qu'il ça a eu lieu au niveau communautaire, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique de développement des États de l'Afrique de l'Ouest, et est-ce quand même on a pu aller aussi au niveau des tribunaux africains, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et à ma connaissance, tout ceci n'a pas été fait. Donc pour répondre à votre question, il va falloir s'organiser collectivement au Togo. Pour ce faire, il faut quand même savoir identifier les victimes de cette corruption. Mais justement, Dr. Ekwame Ezoji ne vous coupe pas devant cette situation. Est-ce que l'Assemblée nationale n'aurait-il pas de quoi maintenant se saisir de cette affaire? Oui, d'accord, mais vous allez très vite là. Les victimes, il faut d'abord les identifier. Si les victimes sont des personnes individuelles ou collectives, des associations et autres, elles peuvent s'organiser. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elles utilisent des avocats alimentaires et porter plainte au Togo devant des tribunaux togolais, communautaires ou même africains. Mais attention, quand vous parlez de l'Assemblée nationale togolaise, on n'est plus au niveau des victimes, on est plutôt au niveau des représentants, en tout cas du point de vue de Faure Gnassingbé, de la nation. Mais vous savez que l'Assemblée nationale togolaise, elle est monocolore et qu'elle est basée sur des élections de la contre-vérité des urnes. Donc ceux qui sont là-bas sont aux ordres, en fait, de Faure Gnassingbé. Donc ils ne peuvent pas se faire harakiri. Et pour ceux qui ne savent pas ce que signifie harakiri,
il faudrait peut-être qu'ils lisent l'histoire japonaise, mais celle togolaise, elle est bien connue, ils ne peuvent pas se tuer. Parce que ce que dit le maître, c'est ce que fait, ou plutôt la voix du maître, et c'est ce que suivent ceux qui sont censés justement respecter la voix du maître. Donc il y a en fait, pour résumer, un problème de séparation des pouvoirs entre l'exécutif togolais et le législatif. Et du fait qu'il n'y a pas d'indépendance, donc, de l'Assemblée nationale togolaise, vous comprenez bien que les députés là-bas ne peuvent ni s'auto-saisir, encore faut-il, en tant que rien n'est impossible aujourd'hui, puisque vous savez, il y a beaucoup de problèmes au sein de cette soi-disant Assemblée monocolore aussi, mais pour le moment, tel qu'on connaît le Togo, ça va être très très difficile. Et la société civile alors? Alors, la société civile, j'ai un tout petit peu répondu tout à l'heure, il faut d'abord qu'elle soit organisée. Il ne faut pas qu'elle soit en opposition avec la diaspora, qui a aussi une société civile, qui représente la 6e région du Togo. Et encore une fois, on revient à l'essentiel, nous sommes dans du droit. Il va falloir identifier d'abord les victimes, et il faut savoir aussi pour quelles raisons on a pu être victime de cette corruption. Et ça peut aller très très loin, puisque les montants dont on a connaissance n'est pas vraiment les montants réels qui ont pu faire l'objet ou pas de cette corruption. Donc il y a un travail technique à faire d'abord pour identifier et les victimes et ce qui s'est passé au niveau de cette corruption, et peut-être qu'il faut remonter carrément au niveau de l'attribution du marché à la société Bolloré, voire à M. Bolloré lui-même, puisque vous savez qu'il y a tout un contentieux entre un certain Dupuis de Bille, et se poser même la question pourquoi le port qui devrait appartenir au peuple togolais se retrouve être la propriété d'un étranger avant, et ensuite encore d'un autre étranger, mais qui semble être en fait en lien avec l'État togolais, qui bien sûr en a tiré quelques bénéfices parce qu'il y a quand même eu des investissements, mais il faudrait regarder en détail quelles sont la part des garanties de l'État, ce qui fait que peut-être la société dite Bolloré n'a peut-être pas mis beaucoup d'argent dans ce dossier, et qu'en fait c'est grâce aux garanties de l'État togolais qu'il a pu lever des crédits importants. Par contre, il faut lui reconnaître un travail technique de mise en place de telle ou telle partie du port qui a donné un certain nombre de bénéfices, et enfin se poser la question, ces bénéfices qui rentrent dans les caisses ou pas de l'État togolais, pourquoi une partie n'arrive pas à être visible au niveau des populations? Et c'est à ce titre-là que la société civile togolaise pourrait peut-être agir, d'abord au niveau des tribunaux nationaux togolais, s'ils ont une compétence en la matière, si en plus ils sont indépendants, et si ces associations ne sont pas elles-mêmes alimentaires, c'est-à-dire qu'en fait, elles jouent indirectement le jeu du pouvoir, soit parce qu'on les achète, parce qu'ils jouent le jeu, et tout simplement, ils sont aussi dans une situation de peur, parce que n'oubliez pas quand même, nous sommes dans une situation d'un pays autocratique, voire dictatorial par certains côtés. Merci beaucoup, Dr Iveco Maïzo. Je rappelle que vous êtes coordinateur de CVI Togo Diaspora, collectif pour la vérité des Sud. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne à notre chez. Bonsoir. Je vous remercie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.